Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Les médecins se sont toujours intéressés à la politique. C'est en effet leur vocation de venir en aide à leurs semblables et de tenter en toutes circonstances d'améliorer leur sort. Cette participation des médecins à la vie politique a pris les caractères les plus divers au fil des siècles. La galerie de portraits des médecins présentée dans ce livre regroupe plus de 300 personnages de tous les pays et de toutes les époques. Cet ouvrage ne prétend en aucune façon apporter une documentation exhaustive sur ces médecins politiciens d'hier et d'aujourd'hui. L'auteur n'a eu qu'un seul but: montrer que les médecins ont toujours su, en France et dans le monde, participer activement à la vie politique de leur temps et y ont souvent réussi de façon brillante. Une réflexion cependant s'impose d'emblée ici. À l'étranger, plusieurs études sont disponibles, on en trouvera la liste en bibliographie, mais en France, aucun travail récent n'a été publié, si ce n'est à titre fragmentaire sur ce sujet qui a toujours été et reste d'une actualité brûlante. Lorsqu'on aborde un tel sujet, bien des questions se trouvent posées. Quelle signification exacte donner à médecin et politique ? Comment effectuer une sélection représentative des médecins qui ont laissé une trace dans l'histoire de la politique, passée ou contemporaine ? Quels éléments retenir de la biographie de ces médecins dans leur activité médicale, études, lieux et modalités d'exercice médical ou politique ? Responsabilité assumée dans ce domaine, engagement dans un parti politique, fonctions exercées ? Comment définir médecin et politicien ? S'il est aisé d'expliquer ce qu'est l'art de guérir, il n'est pas si facile d'apporter une définition précise au terme de politicien. Rattacher le politicien à la politique renvoie aux lointaines origines grecques du mot politique. Selon la tradition aristotélicienne et politique, tout ce qui peut concerner les citoyens dans la gestion de leur ville, et c'est un long chemin qu'a parcouru ce mot pour arriver à l'idée de gérance d'une communauté dans tous ses domaines: économie, droit ou société. En bref, à notre époque, la politique doit avant tout se comprendre comme l'art d'exercer le pouvoir. Le problème n'est pas seulement sémantique. Autour du terme politicien se regroupe un ensemble de traits forts divers. En premier lieu, une forte résistance physique et morale, indispensable pour assumer d'interminables journées de travail, dont chacune dépasse largement ce qu'il est convenu d'appeler durée légale du travail. Il n'est pas interdit de voir le politicien comme le résultat d'une sélection féroce où émergent les plus résistants et les plus arrivistes. Autre ingrédient majeur, l'aptitude à percevoir en un éclair la réaction d'un auditoire et à y réagir aussitôt. Il ne suffit cependant pas de comprendre, il faut savoir négocier avec un savant dosage de force et de souplesse. En fin de compte, ce qui fait les grands politiciens, c'est leur capacité à gérer les conflits, mais aussi à rester stoïque face aux moments difficiles. Reste encore à témoigner d'un don que bien peu reçoivent à la naissance: croire fermement en sa bonne étoile. C'est assez dire la difficulté qu'il y aura pour un médecin happé par un métier harassant, à se glisser dans les habits du politicien. Sur quelle base les personnages de ce livre ont-ils été sélectionnés ? Établir une liste de ceux qui ont profondément marqué leur époque est une tâche de grande envergure, chacun le comprendra, mais aussi remplie d'embûches et de pièges. Certes, la documentation ne fait pas défaut, de la Bibliothèque interuniversitaire de santé (BIUS), à la National Library of Medicine (NLM), et bien entendu dans les innombrables centres documentaires des institutions politiques françaises ou étrangères. Encore faut-il pouvoir les obtenir et les utiliser à bon escient. En fin de compte, a été retenu le nom des seuls médecins politiciens qui ont laissé une empreinte forte dans la vie de leur pays. Il importe de comprendre que leur activité en médecine et en politique a été fort inégale. Certains se sont avant tout consacrés à leur carrière médicale, souvent associée à des responsabilités universitaires. D'autres ont à peine utilisé leur diplôme de médecin, s'investissant dans la politique dès la fin de leurs études. La galerie des médecins politiciens de notre ouvrage est organisée selon un ordre alphabétique. Il s'agit d'un choix réfléchi pour assurer toute l'objectivité souhaitable à la présentation de ces personnalités
issus de deux disciplines fascinantes par leur diversité, tout en nuances et demi-teintes. Chacun des chapitres est suivi d'une bibliographie sommaire, mais on trouvera, en annexe, la liste des ouvrages relatifs aux médecins politiciens des différents pays, ainsi que des tableaux récapitulatifs à la fin de l'ouvrage. Quels éléments retenir de la biographie des médecins politiciens ? Dans leur ensemble, les données biographiques sont résumées ainsi: liste d'ensemble, liste par pays et par époque, et pour les médecins politiciens français, liste par type d'exercice médical et de responsabilité politique. Pour chacun des personnages de notre galerie de portraits, sont regroupées les données de base suivantes. En premier lieu, date de naissance, durée de vie, sexe, pays d'origine et résidence ultérieure. Vient ensuite l'activité médicale, lieu et type des études médicales, formation post-universitaire, date et intitulé de la thèse de doctorat, et activité médicale, encore qu'il soit souvent difficile de retrouver dans les documents du passé la différenciation actuelle entre généraliste et spécialiste. Le fait qu'un grand nombre d'entre eux aient exercé la chirurgie invite à considérer en premier lieu la période d'exercice. En effet, jusqu'à la Grande Guerre, la majorité des médecins exerçaient un art où la chirurgie tenait une place indiscutée. C'est encore le cas à notre époque pour les médecins exerçant en milieu rural. Avec le temps, le concept de chirurgie a beaucoup changé et on peut estimer, sans faire de paradoxe, que pour la grande majorité des spécialistes de notre époque, cardiologues, dermatologues, pneumologues, otorhinolaryngologistes, etc., la tenue chirurgicale est certainement plus familière que la blouse blanche du praticien traditionnel. Dernier point à souligner, le passé des grands politiciens médecins est souvent occulté. Qui se rappelle encore que Clemenceau a exercé la médecine et, plus près de nous, que Salvatore Allende, Che Guevara ou Al-Assad ont obtenu une thèse de doctorat? Ils n'ont guère trouvé d'emploi par la suite. En ce qui concerne l'activité politique, bien évidemment au cœur de cet ouvrage, plusieurs catégories sont à considérer. Dans nombre de cas, le médecin a exercé une responsabilité politique précise. On en trouvera le détail au niveau de chacune des entrées de la galerie. Cette activité politique n'a parfois laissé que peu de traces, c'est le cas d'Abdel Nour, Pozzi, Chris Barnard, Eugène Doyen, Frantz Fanon Littré, Richet et bien d'autres. Pour d'autres, la politique a centré toute leur existence. C'est le cas d'Aboulker, Carrel, Céline, Debré-Ritson, Kahn, Mandeville, Mentrel ou Rizal. Vient enfin un des points majeurs de cette étude, le choix des engagements politiques et leurs modalités d'application. Ici, la difficulté n'est pas tant de définir la place occupée sur le classique échiquier politique droite-gauche-centre que de retrouver la trace des engagements multiples et mouvants d'une carrière de politicien. Pour finir, il n'a malheureusement pas pu être traité dans cet ouvrage, faute de place, des questions assurément complexes relatives à la franc-maçonnerie. Médecin politicien à travers les âges. Jules Abadie, 1876 à 1953, France. Jules Abadie est une figure emblématique de la présence française en Algérie. Né à Blaye, en Gironde, sa vie est très tôt marquée par une maladie si courante à cette époque, la tuberculose. En 1914, lorsqu'arrive la guerre, il refuse l'exemption et s'engage comme combattant volontaire. Dès la guerre terminée, Jules Abadie revient à sa véritable vocation et entreprend des études de médecine à Montpellier où il obtient son diplôme. Il se spécialise en chirurgie orthopédique et part s'installer en Algérie, alors département français. Il s'établit en tant que chirurgien à Oran, d'abord dans une clinique du quartier Miramar, puis au centre hospitalier où il prend bientôt la direction du service de chirurgie. La popularité de Jules Abadie auprès de la population devient rapidement légendaire. En dialecte pied-noir, le parler populaire des Français d'Algérie, une locution disait « Abadie lui-même ne te sauverait pas ». En politique, Jules Abadie a eu un rôle de premier plan pour sa ville. À la libération de l'Afrique du Nord, en 1943, il est nommé secrétaire à l'intérieur dans le gouvernement du général Giraud, puis, après la création du Comité de libération nationale, coprésidé par Giraud et de Gaulle, commissaire à la justice et ultérieurement à l'éducation nationale et à la santé publique. Jean Monnet, émissaire de Roosevelt en Afrique du Nord, l'envoie en mission aux États-Unis pour en ramener un rapport sur le fonctionnement des services sanitaires. À son retour,
Jules Abadie fait partie du Comité de libération nationale et en 1948 sera maire d'Oran pendant 2 mois. C'est dans sa ville d'Oran que Jules Abadie termine sa vie, en 1953, au moment même où commence la guerre d'Algérie et prend fin la présence française dans ce pays. Œuvre. Jules Abadie a publié de nombreux ouvrages de chirurgie, des luxations radiocarpiennes traumatiques et les blessures de l'abdomen, mais il a, de plus, laissé un témoignage très vivant de son expérience aux États-Unis, intitulé En mission en Amérique et au Canada. Alexandre Abdelnour, 1869 à 1956, Syrie et France. Grand témoin des relations entre l'Orient et la France, Alexandre Abdelnour est né dans une vieille famille chrétienne de Damas. Il part étudier la médecine à Constantinople, mais veut bientôt poursuivre ses études en France. Il réussit brillamment son internat, et entre dans le service d'un des princes de la chirurgie française, Jules-Émile Péan à l'hôpital Saint-Louis, puis à l'hôpital international que Péan a fondé lui-même. À l'issue de son internat, il obtient son diplôme en 1895 avec une thèse sur les méfaits du tamponnement vaginal dans le placenta prévia. En 1899, Alexandre part s'installer dans les Ardennes, à Bazeilles, et devient chirurgien de l'hôpital de Flamanville. Lors de la Grande Guerre, les troupes allemandes occupent Sedan, mais Alexandre refuse de quitter son poste où affluent les blessés. Il est bientôt emprisonné, mais est libéré après quelques semaines en application des conventions de Genève. Il s'engage alors comme chirurgien dans une unité d'élite, les Dragons, et participe de près au combat du Mont Kemmel, tristement célèbre colline des Flandres où sont venus périr des milliers de soldats des 2 camps. La paix revenue, Alexandre reprend ses fonctions à l'hôpital de Sedan. Passionné par les progrès de la chirurgie, il participe à tous les grands congrès de chirurgie. Paris en 1920, Londres en 1923, Rome en 1926, Varsovie en 1929 et Madrid en 1932. Dans le domaine de la politique, Alexandre Abdelnour fait très tôt preuve d'une grande activité. Élu en 1902, conseiller municipal sous l'étiquette radicale indépendant, puis en 1912, maire de Bazeilles, ce qui lui donne l'occasion d'exprimer publiquement sa fierté d'être le premier maire non-européen de France. Il restera conseiller général de 1919 à 1937. Pendant toutes ses campagnes politiques, Alexandre sait faire preuve d'un humour tout personnel, n'hésitant pas un jour à demander à son adversaire de cesser de le prendre pour une tête de Turc. Dans ses fonctions de maire, Alexandre est un grand bâtisseur et de nombreux logements utilitaires sont créés à Bazeilles grâce à lui. Le sport automobile est sa passion. Il a été l'un des premiers, en Ardennes, à obtenir un permis de conduire qui portait le numéro 4. Il a créé l'Automobile Club Ardennais en 1901, et est ensuite le doyen des automobiles clubs de France. Son goût pour la vitesse ne s'arrête pas là. Il est, dès 1923, membre de l'Aéroclub Ardennais et le reste pendant près de 40 ans. C'est dans sa ville de Bazeilles qu'Alexandre Abdelnour finit sa vie, à l'âge de 87 ans. Pour honorer son souvenir, la route de Dény porte depuis 2010 le nom d'avenue Alexandre Abdelnour. Œuvre. Alexandre Abdelnour, la locomotion automobile, Revue des voitures et véhicules mécaniques. William Abdellah, 1945, Nicaragua. Chirurgien nicaraguayen, William Abdallah aime à se présenter comme un cas difficile pour ce qui est de sa situation familiale quelque peu embrouillée. Le père qui lui a donné sa nationalité nicaraguayenne n'est arrivé à Managua qu'en 1928 et se déclare officiellement, de naissance palestinienne, un peu juif et un peu chrétien. William, quant à lui, n'a pas moins de 15 frères et sœurs, mais il est le seul à avoir trouvé sa voie dans la médecine. Cela n'a pas été sans difficulté, car son père s'est ruiné plusieurs fois au jeu. Une fois son diplôme obtenu, William est devenu médecin de l'hôpital Bautista de Caracas, puis du Metropolitan Hospital Vivian Pelas où il a eu la charge des endoscopies digestives. Sur le plan politique, William anime un parti qui s'intitule Mouvement pour l'unité des chrétiens, le MUC. Il se situe dans une alliance quelque peu ambiguë entre le Front sandiniste de libération nationale, FSLN, et la communauté juive locale. Les adhérents au parti sont peu nombreux, mais tiennent tous une place de premier rang dans la vie du Nicaragua. Biographie, Lénine Fischer, Histoire de la radiologie au Nicaragua 2010.
Abdullah Abdullah, 1960, Afghanistan. La liste des médecins politiciens devenus ministres est longue, et Abdullah Abdullah a siégé en Afghanistan. Il vient d'une vieille famille pachtoune, ethnie majoritaire de son pays, où les Abdullah sont au premier rang. Le père, Ghulam Mahyuddin Zomarialeh, était déjà sénateur à l'époque du Shah Mohammad Zahir et la mère est originaire de l'aristocratie iranienne. Après des études à la Naderia High School de Kaboul, Abdullah entre à la faculté de médecine d'Afghanistan, devient résident au Kabul Noor Eye Institute et se spécialise, une fois obtenu son diplôme en 1983, en ophtalmologie. Tout bascule en 1984, lorsque les troupes de l'Union soviétique envahissent le pays. Abdullah se réfugie au Pakistan pour exercer à l'hôpital Jamal de Swabi, près du River Pass célébré par Rudyard Kipling et Bertolt Brecht. De 1985 à 1986, il dirige à Peshawar un service destiné aux réfugiés afghans et devient directeur de la santé pour le Front de résistance afghane. Il y fait alors connaissance du célèbre commandant Massoud, qui trouvera la mort dans un attentat suicide précédant de peu les événements tragiques du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Abdullah entreprend ensuite une longue carrière politique. Après le retrait des troupes soviétiques, il devient en 1995 porte-parole du gouvernement provisoire d'Afghanistan puis, en 1997, le vice-ministre des Affaires étrangères. Après l'intervention des troupes américaines et le départ des talibans, il est nommé ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire d'Hamid Karzai. Il reste à ce poste jusqu'en 2006. En 2009, Abdullah se présente aux élections présidentielles mais, devant l'ampleur attendue des fraudes électorales, il renonce à sa candidature pour organiser une coalition du changement et de l'espoir. Il acquiert une renommée internationale consacrée en 2010 par la remise du prix Days de l'Institut Amadeus, placé sous le patronage du roi du Maroc. Ce prix est décerné chaque année aux personnalités politiques les plus actives dans la construction de la démocratie. Bibliographie, Patricia Lalonde, Abdullah Abdullah, l'Afghan qui dit non aux talibans 2011. Abdullah Abdurrahman, 1872 à 1940, Afrique du Sud. Voici l'histoire d'un médecin qui est parvenu à triompher des préjugés raciaux de son époque. Abdullah Abdurrahman est né à Wellington, en Afrique du Sud, d'une famille de Malais musulmans, descendants d'esclaves amenés de Java par des bateaux de la Compagnie des Indes néerlandaises qui faisaient escale au Cap. Après une bonne scolarité à Wellington, puis au Cap, Abdullah part pour l'Europe, dès l'âge de 16 ans, pour y faire des études de médecine à l'université de Glasgow où, en 1893, il obtient son diplôme de médecin. 2 ans plus tard, il revient s'installer comme généraliste au Cap. Il s'y fait rapidement une clientèle florissante, mais sa vocation véritable reste de militer pour son peuple. En 1904, il est élu aux élections municipales, devenant ainsi le premier homme de couleur conseiller municipal au Cap. Les réactions hostiles ne manquent pas, mais Abdullah tient bon et n'abandonnera jamais son poste. Par la suite, en 1914, il est élu député à l'Assemblée provinciale du Cap et participe, entre autres réalisations, à la construction d'un réseau routier en Afrique australe. Son apport majeur restera son combat pour le continent africain. Il est, depuis 1905, membre de l'Organisation des peuples africains et en devient le président, parrainant la création, à Londres, de l'Union de l'Afrique du Sud. Plus tard, de 1927 à 1934, Abdurrahman tente d'organiser un front commun avec l'ensemble des dirigeants d'Afrique noire, mais à partir des années 1930, c'est la Ligue de libération nationale qui prend la relève et organise l'indépendance de l'Afrique du Sud. Quand Abdullah meurt, âgé de 68 ans d'une crise cardiaque, une foule énorme, plusieurs dizaines de milliers de personnes viennent à ses obsèques témoignant ainsi de la reconnaissance du peuple africain pour celui qui a tant fait pour leur cause. Un demi-siècle plus tard, le président Nelson Mandela rendra un hommage solennel à Abdullah Abdurrahman en lui conférant, à titre posthume, la plus haute distinction d'Afrique du Sud, la médaille d'or des services rendus à la nation africaine. Biographie, Bill Nasson, Abdullah Abdurrahman 1872 à 1940. Tomoko Ebe, 1948, Japon. Voici à présent, la première femme de notre galerie de portraits de médecins politiciens.
elle a laissé des traces profondes dans la vie politique du Japon où elle est née. Née à Meguro, un des 25 arrondissements de l'immense phalanstère de Tokyo, elle a fait ses premières études à l'université pour femmes Ochanomizu, puis à la faculté de médecine de Tokyo où elle a obtenu son diplôme en 1974. Après s'être spécialisée en pédiatrie, Tomoko est partie aux États-Unis où elle a exercé à la Mayo Clinic puis, de retour au Japon, à partir de 1999, elle officie dans les hôpitaux du grand groupe de santé, le Tokushukai près de Tokyo, à Chiba, puis dans la région du mont Fujiyama, à Kamakura où elle s'est consacrée à la prise en charge des enfants handicapés. Tomoko s'est engagée dès 2000 dans la vie politique. Elle s'est d'abord présentée sous l'étiquette social-démocrate, puis, après plusieurs revers électoraux, a fondé un éphémère parti du futur et enfin un parti écologiste appelé Vent Vert. Il n'y a là aucune référence à un parfum, mais plutôt à une orientation éco-socialiste, ce sont ses propres termes, qui a mené, en 2000, Tomoko Ebe à devenir députée à la Chambre des représentants. La catastrophe de la centrale atomique de Fukushima, dans les suites du séisme survenu en mars 2011, a offert de nouvelles perspectives à la carrière politique de Tomoko Ebe. Désormais, elle se consacre entièrement à la lutte contre l'énergie nucléaire et la recherche d'énergie dite alternative. Bibliographie: Jennifer Robertson, Tomoko Ebe, Companion to the Anthropology of Japan. José Aboulker, 1920-2009, France. José Aboulker est un des médecins les plus engagés dans ses choix politiques. Il est né à Alger, dans une famille où le père est chirurgien. Plusieurs de ses ancêtres ont connu la célébrité, comme Isaac Aboulker, grand rabbin d'Alger, décapité sur ordre du Dey en 1815, et Moïse Aboulker, un des premiers ressortissants de la communauté israélite algéroise à être allé étudier la médecine en France. José est encore étudiant lorsque débute la Seconde Guerre mondiale. Il est d'abord mobilisé comme élève officier, mais dès septembre 1940, il fonde un réseau de résistance à Alger, en association avec Henri d'Astier de la Vigerie. Ils préparent ensemble le débarquement des forces alliées. Le jour J venu, le 8 novembre 1942, José Aboulker, à la tête d'un groupe de résistants algériens, s'empare de tous les postes stratégiques de la ville et neutralise les partisans vichysois. Quelques semaines plus tard, José Aboulker est arrêté sur l'ordre du général Giraud, de même que son père, grand mutilé de la Première Guerre mondiale. En mai 1943, il est libéré et peut rejoindre, à Londres, les forces françaises libres du général de Gaulle. Envoyé en mission en France occupée, il se fait parachuter avec tout un matériel chirurgical et organise plusieurs raids militaires contre l'armée allemande. Il repart à Londres en juin 1944, mais revient sans tarder en France occupée en tant que délégué des forces françaises libres avec mission d'installer de nouveaux préfets à Toulouse, Limoges et Clermont-Ferrand. Une fois la guerre terminée, José retourne à la médecine. Une belle carrière universitaire commence. Interne des hôpitaux de Paris, assistant à l'hôpital Sainte-Anne de 1954 à 1960, puis à la Pitié-Salpêtrière, chirurgien des hôpitaux en 1962 et professeur de neurochirurgie en 1975 à l'hôpital Beaujon où il termine sa carrière. Sur le plan politique, José Aboulker fait preuve, comme il l'a toujours fait, de la plus grande énergie pour défendre ses idées. Engagé aux côtés du Parti communiste en faveur de l'indépendance algérienne, il n'hésite pas, lui qui avait pourtant été nommé compagnon de la libération par le général de Gaulle lui-même, à s'opposer fermement à son retour lors des événements de 1958. Cependant, par la suite, José Aboulker, conscient de l'action du général pour la France, prend position en sa faveur et accepte de faire partie du service médical d'urgence organisé après l'attentat du Petit Clamart en 1962. En 1990, José Aboulker quitte Paris pour prendre sa retraite en Provence, à Manosque. C'est là qu'il termine son existence, à l'âge de 89 ans. Bibliographie: J. Cantier, L'Algérie sous le régime de Vichy, 2002. Bernard Accoyer, 1945, France. Bernard Accoyer est, avec André Rossineau, un des deux oto-rhino-laryngologistes de ces médecins politiciens. Né d'une famille lyonnaise, il fait ses études de médecine à Lyon et se spécialise après avoir eu son diplôme en otorhinolaryngologie.
Il s'installe à Annecy en 1977, à la Clinique du Lac, et par la suite s'oriente vers la chirurgie cancérologique. Expert reconnu dans sa spécialité, il est élu en 2007 à l'Académie nationale de chirurgie. Son engagement politique remonte à 1981, date à laquelle il commence à militer au RPR puis à l'UMP. Par la suite, sa carrière politique reste centrée sur la Savoie. Maire d'Annecy-le-Vieux depuis 1989, poste qu'il n'a jamais abandonné, conseiller municipal, puis conseiller général de Haute-Savoie de 1992 à 1998, député de la première circonscription de la Haute-Savoie en 1993, plusieurs fois réélu depuis. Couronnement de sa carrière, Bernard Accoyer est élu, en 2007, président de l'Assemblée nationale. Il demeure à ce poste 5 années, jusqu'aux élections de 2012. Bernard Accoyer a relaté son expérience politique dans un livre intitulé « Un homme politique peut-il dire toute la vérité ?» Il y livre ses convictions. Pour l'homme politique comme pour le médecin, en fin de compte, c'est la vérité qui conditionne l'efficacité politique. Ahmad Akari, 1953 à 2009, France. Ahmad Akari est un médecin qui a consacré sa vie à militer contre le sida. Né au Liban où il a passé toute son enfance, Ahmad est arrivé en France à l'âge de 22 ans et a fait ses études de médecine à Montpellier. Il y obtient son diplôme en 1981 avec une thèse sur les pièges en traumatologie infantile, à propos de 50 observations. Il s'oriente alors vers la chirurgie orthopédique et devient chef du service d'orthopédie de l'hôpital de Perpignan. Depuis toujours motivé par la politique, il se présente, en 2009, aux élections municipales de Perpignan sous l'étiquette RPR et est élu conseiller municipal de sa ville chargé des questions de santé. Il est, à ce titre, un des fondateurs du mouvement élus locaux contre le sida. Ahmad Akari est décédé à l'âge de 56 ans des suites d'une longue maladie. Biographie, Lambert-sur-Rhône, Ahmad Akari 2010. Bachar el-Assad, 1965, Syrie. Le docteur Bachar Hafez el-Assad est l'actuel président de Syrie, chef de la grande organisation panarabe, le Parti Baas. Né à Damas, il est issu par sa mère Aniseh, d'une des plus grandes familles de Syrie, les Maklouf, rameau du puissant groupe religieux des Alaouites. L'enfance de Bachar baigne dans la politique. Lorsqu'il a 5 ans, son père Hafez el-Assad est devenu président de Syrie. Bachar fait ses premières études dans un lycée français de Damas où, à 18 ans, il commence ses études médecine. 7 ans plus tard, il obtient son diplôme et devient médecin à l'hôpital militaire de Damas, le Tishrin Hospital. Il se destine à l'ophtalmologie et en 1992 quitte la Syrie pour aller compléter sa spécialité en Grande-Bretagne. Il séjourne alors plusieurs mois au Western Eye Hospital de Londres. C'est en Angleterre qu'il rencontre Asma Assad, une jeune Britannique d'origine syrienne dont le père, Fawaz Akras, était cardiologue à l'hôpital Cromwell. C'est en 1994 que se situe le grand tournant dans la vie de Bachar. Son frère aîné, Bassel, successeur désigné à la présidence de Syrie, meurt dans un accident automobile. Hafez el-Assad prend alors Bachar pour héritier et le fait revenir d'urgence en Syrie où il est, dans les plus brefs délais, élu secrétaire général du parti Baas, puis, à la suite d'un référendum, président de la République de Syrie. La suite appartient à l'histoire contemporaine. Une fois de plus, quel que soit le pays ou l'époque, l'histoire se montre riche en surprises. Bachar n'a en effet jamais fait mystère de son peu d'intérêt pour les allées du pouvoir. À ce qu'il assure, il n'a franchi qu'une seule fois la porte du bureau présidentiel de son père et explique-t-il, ce n'était absolument pas pour parler politique. Biographie, Agnès Levallois, La Syrie de Bachar el-Assad, 2001. Ibrahim al-Jafari, 1947, Irak. C'est l'histoire d'un médecin qui devient un jour Premier ministre. Né à Kerbala, ville d'Irak vouée au chiisme, une des 3 branches majeures de l'islam, Ibrahim entreprend de poursuivre de front des études religieuses et médicales. Il obtient son diplôme de médecin à l'université de Mossoul en 1974, mais par la suite, n'a jamais exercé. Dès l'âge de 19 ans, Ibrahim s'est voué à la vie politique de son pays. Il a d'abord milité au parti islamique Al-Dawa. Du fait de son hostilité, à l'arrivée au pouvoir de Saddam Hussein,
Il lui faut quitter l'Irak en 1980. En 2003, surviennent la guerre du Golfe et l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Al-Jaafari peut alors regagner son pays, où une belle carrière politique s'ouvre à lui. Président du Conseil en 2003, vice-président du gouvernement intérimaire de 2004 à 2005, il est nommé Premier ministre après les élections de janvier 2005, puis ministre des Affaires étrangères en 2014. Œuvre, Ibrahim Al-Jaafari, à Governmental Experience 2009. Pierre Aliker, 1907 à 2013, Martinique. Le doyen de cette galerie a fêté, en février dernier, son 106e anniversaire. Il est né en effet, le 9 février 1907 au Lamentin en Martinique. Son parcours professionnel a été brillant. Arrivé à Paris en 1929, il est nommé, en 1933, interne des hôpitaux de Paris. Il est le premier Antillais à accéder à ce titre. Il se spécialisera en chirurgie. En 1938, après une thèse consacrée à la chirurgie biliaire intitulée Contribution à l'étude clinique et thérapeutique du cancer primitif de la voie biliaire principale et de l'ampoule de Vater, il revient dans son pays natal pour exercer la chirurgie. Dès la fin de la guerre, Pierre Aliker entre en politique en militant pour le mouvement littéraire Affirmation de la négritude, lancé en 1930 par le futur académicien Léopold Senghor. En 1958, il fonde, avec le grand poète martiniquais Aimé Césaire, un parti, le Parti progressiste martiniquais, PPM, dont le but est de transformer la Martinique en région française décentralisée. Il en devient vice-président et le restera jusqu'en 2005. C'est Pierre Aliker qui, à la mort d'Aimé Césaire, prononce l'oraison funèbre de ce dernier, dans une cérémonie grandiose au stade Dillon de Fort-de-France devant le président de la République venu assister à la cérémonie et plusieurs milliers de personnes. Pierre Aliker s'est beaucoup investi en politique, comme maire adjoint de Fort-de-France de 1957 à 2001 et conseiller général de 3 cantons de Fort-de-France, de 1958 à 1970. À l'âge de 102 ans, Pierre Aliker a épousé une de ses anciennes patientes, Marcelle Landry, seulement âgée de 80 ans. 2 ans plus tard, Marcelle est morte laissant Pierre Aliker seul au terme d'une vie bien remplie. Œuvre L'insurrection du Sud, le courage de nos ancêtres, 1980. Liad Alaoui, 1945, Irak, Grande-Bretagne. Liad Alaoui est un médecin politicien, dont la particularité est d'avoir une double nationalité. Il est à la fois irakien et anglais. Né en 1945 dans une riche famille chiite où le grand-père a été artisan de l'indépendance irakienne et le père parlementaire à Bagdad, Liad a d'abord été élève au collège jésuite de Bagdad avant d'entreprendre des études de médecine. Une fois son diplôme de médecin obtenu, Liad part en 1971 en Angleterre pour se spécialiser en neurochirurgie. Son engagement politique se déclare très tôt. Encore étudiant, il s'affirme déjà laïque musulman chiite. Membre du parti Baas, il fait partie du conseil de gouvernement de coalition formé après l'invasion de l'Irak en 2003. Sa carrière politique culmine en 2004 lorsqu'il est désigné, après la chute de Saddam Hussein, pour devenir Premier ministre du gouvernement intérimaire irakien. Son mandat prend fin en 2005 après que le chef du parti islamique Ibrahim Al-Jaafari ait été élu à la nouvelle Assemblée nationale irakienne. L'exercice du pouvoir n'est pas sans risque. Liad Alaoui est en effet, en 2005, victime en Angleterre d'une agression sauvage. Attaqué dans sa chambre d'hôtel à coups de hache, il a des blessures profondes au thorax et à la jambe. Depuis, Liad Alaoui ne retourne en Irak que pour de brefs voyages et vit la plus grande partie de l'année en Angleterre. Bibliographie, interview donnée par Liad Alaoui à Der Spiegel en 2007 est explicite. Nous sommes plus que jamais loin de la réconciliation nationale. Salvador Allende, 1908 à 1973, Chili. L'histoire tragique du Dr Guillermo Salvador Allende Gozan est encore présente dans toutes les mémoires. Il a fait ses études à Santiago du Chili, et c'est là qu'il reçoit son diplôme de médecin en 1932 après avoir soutenu une thèse intitulée Hygiène mentale et délinquance. Pourtant, il n'exercera jamais. Son activité politique s'est en effet très tôt affirmée. Militant du Parti socialiste chilien qu'il fonde en 1933,
puis député en 1937, ministre de la Santé de 1939 à 1942, élu sénateur en 1945. Depuis toujours, Allende rêve de prendre la présidence du Chili. Il se présente en vain à 3 reprises, en 1952, 1958 et 1964. En 1970, après avoir accédé à la présidence de l'Assemblée chilienne, il peut enfin, quelques mois plus tard, devenir président de la République. Son mandat est marqué par d'importantes réformes sociales, comme la nationalisation de l'industrie associée à plusieurs tentatives de redistribution des richesses nationales, d'où la survenue d'affrontements politiques incessants. Avec à peine un tiers des voix, il ne dispose pas d'un soutien populaire important et la crise économique lui porte un coup fatal. Le 11 septembre 1973, son gouvernement est renversé par un coup d'État fomenté par la junte militaire du général Pinochet. Des combats de rue s'ensuivent au cours desquels Allende trouve la mort. Les circonstances exactes de sa mort sont longtemps restées mystérieuses. Pour ses opposants politiques, Allende aurait été assassiné par ses gardes du corps cubain parce qu'il parlait de reddition. Pour ses partisans, il est mort au combat, l'arme à la main. Aujourd'hui, la thèse du suicide paraît la plus plausible. Allende a toujours affirmé qu'il ne se rendrait jamais vivant. Salvador Allende a laissé dans sa descendance un grand auteur de best-sellers, Isabel Allende dont il est l'oncle. Bibliographie, Thomas Huchon, ancien journaliste de Radio-Télévision Luxembourg RTL, Salvador Allende, l'enquête intime. Emilio Álvarez Montalván, 1919, Nicaragua. Emilio Álvarez Montalván, chirurgien et grand homme politique du Nicaragua, est né à Managua, la capitale du bord du Pacifique. Après des études de médecine à l'université de Santiago du Chili, il obtient, en 1946, son diplôme cum laude. Il se spécialise en ophtalmologie et part compléter ses études à Buenos Aires, puis à Paris, Londres et New York, à la célèbre Allende Infirmerie de l'hôpital du Mont-Sinaï. Parallèlement, Álvarez a toujours participé activement à la vie politique de son pays, militant au sein du Parti conservateur et démocratique, ce qui, lors de la dictature d'Anastasio Somoza García, lui a valu d'être incarcéré pendant 1 an. En 1996, alors qu'il vient d'avoir 77 ans, il lui est confié le poste de ministre des Affaires étrangères du Nicaragua et à présent retraité, Emilio Álvarez garde un vif intérêt pour la politique, multipliant articles, conférences et interviews. Œuvre, Synthèse critique du marxisme 1982, recueil des conférences données sur la politique du Nicaragua. Marie-Joseph Laurent Amodru, 1849 à 1930, France. Marie-Joseph Laurent Amodru est né à Saint-Vallier dans la Drôme, d'où il part en 1869 pour aller faire ses études de médecine à Paris. Étudiant brillant, il obtient la médaille d'argent pour sa thèse sur la transsudation des liquides à travers les membranes séreuses. Son orientation ultérieure le conduit cependant non pas vers l'exercice de la médecine, mais vers la politique. Sa vie bascule après son mariage en 1881 avec la veuve d'Antoni Boucicaut, fils du fondateur du Bon Marché. Amodru s'installe alors au château de la famille Boucicaut, à Chamarande. Il commence une carrière politique en devenant maire de la ville, poste qu'il gardera jusqu'à sa mort. Son mandat sera marqué par d'importants travaux, notamment dans la voirie de Chamarande qu'il modernise à ses propres frais. C'est encore lui qui fait édifier le monument aux morts de la ville. Marie-Joseph est élu conseiller général de Seine-et-Oise en 1886. Il devient député en 1893 de la circonscription d'Étampes, en tant que républicain progressiste dans une organisation regroupant les modérés affiliés à la jeune Fédération républicaine. Il est réélu par la suite à chaque élection, jusqu'en 1910. En 1914, il redevient député, siégeant cette fois au centre-gauche, rejoignant l'Alliance démocratique de 1914 à 1919, puis les Républicains de gauche entre 1919 et 1928. Il a laissé le souvenir d'un parlementaire actif, défendant âprement les intérêts de sa circonscription en matière d'équipement ferroviaire, mais surtout de santé publique, en particulier dans la lutte contre la tuberculose et l'alcoolisme, menant un combat acharné contre l'absinthe. Il meurt à l'âge de 81 ans dans son beau château de Chamarande, dont l'histoire mérite d'être rappelée.
Cette résidence seigneuriale a été bâtie au XVIe siècle pour François Miron, prévôt des marchands de Paris et ami personnel d'Henri IV. Le château est par la suite vendu à Pierre Méraud, fermier des Gabelles, anobli par une charge d'écuyer et secrétaire de Louis XIV, puis rénové par l'architecte du roi, Nicolas de Lespine, mais à la fin de sa vie, Pierre Méraud, couvert de dettes, doit céder son domaine à Claire Gilbert d'Ornaison, premier valet de chambre du roi. Au siècle suivant, le domaine est encore embelli, doté d'une pièce d'eau avec une île bordée de cyprès de Louisiane, sur une esquisse du grand peintre paysagiste Hubert Robert. Après la Révolution, Louis-Justin, marquis de Talaru, acquiert à son tour le domaine qui passe ensuite, en 1857, aux mains du duc de Persigny, ministre de l'Intérieur de Napoléon III puis ambassadeur à Londres. En 1862, une fête grandiose est donnée au château pour fêter l'anniversaire de l'impératrice Eugénie. Marie-Joseph Amodru, devenue à son tour propriétaire, fait aménager le parc en 1922 pour y installer le premier camp scout de France. En 1978, le château racheté par le Conseil général de l'Essonne est devenu centre d'art contemporain. Bibliographie, Jacques Gélis, Marie-Joseph Laurent Amodru 1849 à 1930, un catholique social, député de l'arrondissement d'Étampes. Mokhtar Ahmed Ansari, 1880 à 1936. Mokhtar est né dans la ville de Youssoufpour Mohammadabad, en Uttar Pradesh indien, mais sa famille part bientôt à Hyderabad, à l'autre extrémité du continent. La vocation d'Ansari est de devenir médecin. Il fait ses premières études à Madras, puis se rend en Angleterre grâce à une bourse d'études pour y compléter sa formation. Il exerce d'abord au Lock Hospital de Londres, puis à l'hôpital de Charing Cross où il se spécialise en chirurgie. En 1912, il est désigné pour conduire la mission indienne envoyée en Turquie pour prendre en charge les soldats blessés lors de la guerre des Balkans. Sur le plan politique, déjà lors de son séjour en Angleterre, Ansari s'implique dans le mouvement d'indépendance indienne et de retour dans son pays. Il devient un militant actif au sein du Parti du Congrès, NPC, le plus grand parti de l'Inde. Il est élu député, puis président de la Chambre. Ansari est un des proches disciples du Mahatma Gandhi. Il s'est très tôt déclaré adepte de l'ahimsa, concept philosophique compliqué mêlant hindouisme, bouddhisme et jaïnisme. Bibliographie, Jesse Russell et Ronald Cohn, Mokhtar Ahmed Ansari 2013. Iemitsu Arai 1955, Japon. Après avoir été diplômé de l'université Teikyo à Tokyo, Arai a fait carrière comme chirurgien orthopédiste. Sur le plan politique, il a été élu maire d'une ville du nord de Tokyo, Fukaya, avec le soutien du Parti libéral-démocrate, PLD, et du nouveau parti Komeito, NKP, en 1999. Son frère cadet Etsu est stomatologiste et siège à la Diète du Japon. Bibliographie, Philippe Pelletier, La Japonésie. Géopolitique et géographie historique de la surinsularité au Japon, CNRS édition, 1 1997. Étienne Argély, 1881-1960, France. Étienne Argeliès est l'image emblématique du radical socialiste des départements méridionaux. Il est né à Lunel, dans le Languedoc, et a fait ses études de médecine à Montpellier où il obtient, en 1905, son diplôme avec une thèse sur contribution à l'étude du traitement chirurgical de la névralgie faciale. Il épouse en 1914, la fille de Louis Abram, un riche industriel, qui exploite l'énergie hydraulique des Pyrénées-Orientales et dote la ville natale de son beau-père Saint-Paul-du-Fenouillet, d'une station thermale connue. En politique, Argeliès restera tout au long de sa carrière radical socialiste. Sous ce parrainage, après un premier échec aux élections de 1919, il est élu conseiller municipal de Perpignan en 1929. En 1919, Étienne Argeliès s'installe à Perpignan comme médecin fonctionnaire assermenté, mais le régime de Vichy met fin à sa carrière en 1941. Il meurt à l'âge de 85 ans, mais laisse un fils, René Argeliès, tout à la fois médecin comme son père et ardent militant radical de gauche. Bibliographie, Étienne Argeliès et la démocratie. Article paru en 1892, dans le Journal de Perpignan. Arnulfo Aria, 1901-1988, Panama. Peu de médecins politiciens ont accédé à la présidence d'un État. Arnulfo Aria est l'un d'eux.
Né dans la ville de Pénonome, au Panama, il va d'abord à l'école des Frères chrétiens, une congrégation religieuse fondée jadis par un moine irlandais. Il part ensuite poursuivre ses études aux États-Unis et, montrant déjà ses ambitions, décide d'aller à Harvard. C'est là qu'il obtient son diplôme de médecin. Une fois revenu au Panama, il se spécialise en psychiatrie. En politique, Arnulfo suit très tôt l'exemple de son frère, Harmodio Zaria, qui a fondé un parti appelé Action communale patriotique, destiné à lutter contre l'influence grandissante des États-Unis. Il devient président du Panama en 1931. Tout change alors et Arnulfo fomente un coup d'État pour destituer son frère. Il devient ministre de l'Agriculture, puis ministre des Travaux publics et en 1938, ministre plénipotentiaire en Allemagne, Angleterre, France, Suède et Danemark. En 1940, il prend la tête d'un nouveau parti, le Parti national révolutionnaire. Il sera, à son tour, élu président de son pays. La roue tourne et 1 an plus tard, Aria est à son tour victime d'un coup d'État. Nullement découragé, il se présente à nouveau en 1948 aux élections à la tête, cette fois, du Parti révolutionnaire authentique. Il est finalement porté à la présidence 1 an plus tard, prenant la succession d'un autre médecin, Daniel Chanis-Pinson. En 1968, Aria est réélu pour la 3e fois à la présidence, mais ce sera pour une bien brève durée, 11 jours seulement, au terme desquels il est destitué et doit s'enfuir en pleine nuit pour échapper aux séides qui tentent de l'abattre. En 1984, battu à nouveau aux élections par Ardito Arleta, surnommé Frodito dans son pays, Aria doit se résigner à partir en exil, mais ce sera un exil doré à Miami Beach, dans une magnifique demeure de Coral Gable. C'est là qu'il finit sa vie, à 86 ans, après une crise cardiaque, laissant une veuve, Mireya Moscoso, qui, atteinte à son tour du virus politique, se lance après la mort de son mari, à l'assaut du Panama dont elle devient présidente en 1999. Œuvre, le Panama, son avenir commercial et industriel, 1937. Victor Augagneur, 1855 à 1931, France. Victor Augagneur est un Lyonnais de pure souche, fils de jardinier et petit-fils d'un menuisier de Saint-Laurent-en-Brionnais. Le jeune Augagneur fait, comme le voulait l'époque, ses premières études au séminaire de Semur-en-Brionnais, mais il veut devenir chirurgien et part pour Lyon où l'attend une belle carrière. Nommé interne des hôpitaux en 1875, Augagneur obtient son doctorat en 1879, avec une thèse sur la syphilis héréditaire tardive développant des idées personnelles sur la prostitution et la police des mœurs. Reçu à l'internat, Augagneur est nommé chef de clinique chirurgicale en 1881 et devient chirurgien à l'hôpital de l'Anticaille en 1884. La voie universitaire s'ouvre à lui comme professeur agrégé, titulaire en 1894 de la chaire de pathologie chirurgicale. Sur le plan politique, Augagneur, fermement engagé dans ses convictions républicaines, se fait d'abord élire, en 1888, conseiller municipal sur la liste de son maître et rival, Antoine Gailleton, puis en 1890 il est élu maire adjoint. 2 ans plus tard, il entre en rivalité ouverte avec Gailleton avec un programme proche des républicains socialistes. Il échoue à 2 reprises, mais en 1900 il emporte devant son ancien protecteur, la mairie de Lyon. Celui que les Lyonnais surnomment Victor le Glorieux, tient désormais une place de premier plan dans sa ville, œuvrant pour mettre en place son projet du Grand Lyon. En 1905, à l'étonnement de tous, Augagneur abandonne la mairie de Lyon pour prendre le poste de gouverneur général de Madagascar, laissant la place à un jeune politicien ambitieux, Édouard Herriot promis de son côté à un bel avenir puisqu'il restera maire pendant plus de 20 ans. Arrivant à Madagascar, Augagneur succède au général Gallieni. À ce poste, pendant 5 ans, de 1905 à 1910, il modernise de fond en comble les réalisations françaises dans ce pays, supprimant les cercles militaires accusés d'abus multiples, ainsi que les offices de travail exploitant à trop bon compte la main-d'œuvre locale, s'employant à développer l'exploitation de la vanille et du charbon et mettant en place le long des côtes malgaches un réseau de phares modernes. L'apport principal d'Augagneur reste certainement d'avoir, par le décret du 3 mars 1909, donné aux Malgaches des droits de citoyens français. De retour en France en 1910, Augagneur retrouve les complexités de vie politique lyonnaise.
La mairie est verrouillée par son grand rival Herriot, mais la voie vers la députation reste libre. Dès le premier tour, Augagneur est élu député du Rhône. S'ouvre alors une nouvelle carrière politique. Ministre des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes en 1911, puis en 1914 dans un cabinet dirigé par Viviani, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, et enfin peu de temps après, ministre de la Marine. Cependant, avec l'arrivée de la Grande Guerre et l'échec de la bataille des Dardanelles, il ne reste plus à Augagneur que de redevenir député, continuant cependant à tenir un rôle important dans d'innombrables commissions parlementaires. En fait, dès la fin de la guerre, Augagneur, toujours infatigable, veut reprendre la route des colonies, cette fois comme gouverneur d'Afrique équatoriale française. De 1920 à 1923, il en améliore les conditions sanitaires, mais en s'intéressant plus particulièrement au grand projet Congo-Océan, destiné à relier par voie ferrée le Congo à l'océan. Cette construction ambitieuse étendue sur plus de 500 km coûte fort cher en vies humaines parmi les nombreux travailleurs indigènes employés dans les chantiers, ce que dénonce avec force André Gide dans son livre célèbre Voyage au Congo. Après son long séjour en Afrique, Augagneur ne songe qu'à retrouver sa ville de Lyon. Il y revient pour être à nouveau élu député du Rhône en 1928. L'année suivante, déjà septuagénaire, il repart à l'assaut de la mairie, mais la forteresse tenue par Herriot tient bon et c'est sur un échec que se termine la carrière de Victor le Glorieux. Les dernières années de la vie d'Augagneur se tiennent dans une confortable maison de retraite du Vésinet, la clinique Saint-Rémy, dirigée par le célèbre docteur Besançon. C'est là qu'il meurt âgé de 76 ans. Son éloge funèbre est prononcé à la Chambre par un autre politicien aguerri, Fernand Buisson, futur président d'un gouvernement où se côtoient Pierre Laval, Édouard Herriot, Joseph Caillaux, Georges Mandel et un certain Philippe Pétain. Œuvre, Victor Augagneur, Erreur et brutalité coloniale. Michelle Bachelet, 1951, Chili. Le club des médecins présidents d'État est un club très fermé, surtout lorsqu'il s'agit de femmes. Michelle Bachelet y est pourtant en bonne place. Elle est issue d'une famille de vignerons bourguignons émigrés au Chili, il y a 2 siècles. Elle vit toute son enfance à Washington D.C. où son père est attaché militaire à l'ambassade du Chili, et fait ses études à la TRUP Westland Middle School de Bethesda. Toute la famille revient vivre au Chili, lorsque le père est désigné pour entrer dans le gouvernement de Salvador Allende. Dans cette vie promise à tous les succès, le drame surgit brutalement avec le coup d'État du général Pinochet en 1973. Le père de Michelle est arrêté, détenu à la prison de Santiago, et y trouve la mort dans des conditions suspectes. Michelle et sa mère sont elles aussi arrêtées, puis libérées après 1 an de détention. Elles partent vivre en Australie. Par la suite, Michelle reprend ses études, mais ce sera en territoire communiste à Berlin-Est. Elle veut devenir médecin et entre à l'université Humboldt, fleuron universitaire de la République démocratique allemande, RDA. Elle y obtient son diplôme de médecin en 1979 et à son retour au Chili, elle décide de se spécialiser en santé publique, puis en pédiatrie. Elle exerce à l'hôpital pour enfants de Santiago, l'hôpital Roberto del Rio. La politique a toujours été associée à la vie de Michelle Bachelet. Dès l'âge de 19 ans, elle adhère au Parti socialiste chilien. Après le plébiscite de 1988 et la défaite d'Augusto Pinochet, son activité politique redouble. Un long parcours amène la fille du proscrit au poste de ministre de la Santé, puis de ministre de la Défense. Aux élections de 2006, elle accède à la présidence de la République où elle est réélue en 2014. Elle reste en fonction jusqu'en 2010, date où lui succède son vieil adversaire Sebastián Piñera. Elle prend alors la présidence de l'agence de l'ONU, ONU Femmes, consacrée à une autonomisation politique des femmes. Œuvre, Michelle Bachelet, études sur les relations entre civils et militaires, réflexion sur une décennie de consolidation démocratique au Chili. François Bachelot, 1940, France. François Bachelot est né au Mans, dans la Sarthe. Toute sa carrière de médecin s'est faite en tant que cancérologue et radiothérapeute au Centre anticancéreux de Saint-Cloud. Il est venu à la politique après avoir exercé de 1977 à 1983,
les fonctions de directeur général de l'Assemblée permanente des chambres de professionnels des Hauts-de-Seine. François Bachelot a d'abord milité au Rassemblement pour la République, le RPR. En 1981, il a participé de près à la fondation de l'organisation Solidarité et Défense de la Liberté, SDL, issue du service d'action civique, le SAC, aux côtés d'Alain Juppé, Jacques Toubon et Yvon Bourges. Par la suite, François Bachelot, déçu par la défaite de la droite libérale et la victoire du Parti socialiste aux élections législatives de 1986, rejoint le Front national et en 1987, remplace Olivier d'Ormesson qui vient de démissionner après les déclarations fracassantes de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz. Lors de la préparation aux élections présidentielles de 1988, François Bachelot devient directeur de campagne du Front national pour Paris. Il se présente lors des élections législatives venant après la victoire de François Mitterrand, comme candidat dans la circonscription d'Aulnay-sous-Bois où il n'est pas élu. En octobre 1989, François Bachelot quitte le Front national pour rejoindre le Centre national des indépendants, CNI. Il s'écarte peu à peu de la vie politique, à l'inverse de sa célèbre et très médiatique sœur Roselyne Bachelot, devenue ministre dans les gouvernements Raffarin et Fillon. Œuvre, François Bachelot, ne dites pas à ma mère que je suis chez Le Pen, elle me croit RPR, et les éléphants armés, gloire à l'oublier. Jean-Paul Baquet, 1949, France. Jean-Paul Baquet, né dans le Puy-de-Dôme, à Vic-le-Comte, près de Clermont-Ferrand, a exercé la médecine comme généraliste pendant plus de 35 ans à Coudes, non loin de sa ville natale. Il a participé très tôt à la vie politique de sa ville en militant pour le Parti socialiste, en tant que conseiller municipal de Coudes en 1981, maire en 1989. Constamment réélu, il est conseiller régional d'Auvergne, puis député de la 4e circonscription du Puy-de-Dôme en 1997. À l'Assemblée nationale, il reste longtemps vice-président du groupe socialiste. Biographie Jean-Paul Baquet, conseiller régional d'Auvergne. Hastings Kamuzu Banda, 1906 à 1997, Malawi. Voici un médecin qui a consacré sa vie à lutter pour l'indépendance de son pays, le Malawi, l'ancien Nyasaland, ancien protectorat britannique au cœur de l'Afrique australe. Hastings Kamuzu Banda est né à Kasungu, entre Mozambique, Zambie et Tanzanie. Très jeune, il ressent le besoin de s'arracher à la condition éprouvante où vit sa famille. À l'âge de 10 ans, il prend la route avec un de ses parents qui a été professeur dans une école de la mission Livingstonia. Tous deux gagnent à pied la Rhodésie et de là, partent pour l'Afrique du Sud. Arrivé à Johannesburg, Hastings doit travailler pendant plusieurs mois au fond d'une mine d'or du Sud Transvaal. Tout change avec la rencontre d'un évêque de l'église épiscopale méthodiste africaine, qui aide ce garçon intelligent à s'arracher à sa condition en lui obtenant une bourse d'études dans une école méthodiste des États-Unis, l'Institut Wilberforce d'Ohio, devenu de nos jours la Central State University. Lors d'une réunion du Kiwanis Club, il rencontre un médecin, le Dr Herald, qui l'incite à suivre la même voie que lui. Hastings entreprend alors des études de médecine à l'Université d'Indiana puis, avec l'aide de l'Église méthodiste, au Meharry Medical College, dans le Tennessee, où il reçoit son diplôme de médecin en 1937. Après les États-Unis, la Grande-Bretagne, Banda part à l'Université de Newcastle, où il obtient un second diplôme de médecine. Il s'installe en 1942 comme généraliste à North Shields, près de Newcastle. Il y exerce les 3 années suivantes. La carrière politique de Hastings commence lorsqu'il prend part, en tant que représentant du Parti du Congrès africain, au 5e Congrès panafricain de Manchester. Il décide alors de rentrer au pays pour y militer en faveur de l'indépendance. Il est bientôt arrêté en Rhodésie et emprisonné, mais libéré en 1960. Il est finalement invité à prendre part aux négociations sur l'indépendance de son pays. Un nouvel État est créé. Le Nyasaland devient le Malawi et Banda en est, en 1963, le Premier ministre. En 1966, il est élu, par le Parti du Congrès africain, président à vie de la République du Malawi. Le dernier acte de la vie d'Hastings Banda se tient dans un hôpital de Johannesburg. C'est là qu'il décède, à l'âge supposé de 101 ans.
La date exacte de sa naissance n'a jamais pu être déterminée avec précision car, au début du XXe siècle, les registres d'état civil n'existaient pas encore au Nyasaland. Bibliographie, les discours de Hastings Kamuzu Banda. Gérard Bapt 1946 France. Gérard Bapt est médecin cardiologue. Il obtient son diplôme en soutenant, en 1971 à la faculté de Saint-Étienne, une thèse intitulée Exploration hygiène des syndromes de préexcitation ventriculaire, à propos de 30 cas. Sa carrière politique est typiquement celle des politiciens du sud-ouest de la France. Militant du Parti socialiste, il est député de la Haute-Garonne, réélu par la suite jusqu'en 2012. Passionné depuis toujours par l'Orient, Gérard Bapt est président de l'Association d'amitié franco-syrienne et, malgré la suspension des relations diplomatiques décidée par la France en 2007 en raison de la crise politique au Liban, conduit la délégation parlementaire française en visite officielle en Syrie. Bibliographie, impression de voyage en Syrie. Marius Barnard, 1927, Afrique du Sud. Marius Barnard est chirurgien cardiaque dans la ville du Cap, tout comme son célèbre frère aîné Christian. C'est ensemble que tous deux réalisent, le 3 décembre 1967, une première dans l'histoire de la chirurgie, une transplantation cardiaque. L'opéré, Louis Washkansky, est un grand diabétique en insuffisance cardiaque grave. Il hésite beaucoup avant d'accepter la greffe, mais comme l'a écrit plus tard Christian Barnard, pour un homme qui est en train de mourir, c'est une décision facile à prendre parce qu'il sait que la fin est proche. Si un lion vous poursuit jusqu'au bord d'une rivière où il y a des crocodiles, vous allez sauter à l'eau parce que vous savez que vous avez une chance de réussir à gagner l'autre rive. Mais vous ne prendriez jamais un tel risque s'il n'y avait pas de lion. Louis Washkansky reçoit le cœur d'une jeune femme qui vient de décéder d'un traumatisme crânien. Avec l'accord de la famille, Barnard injecte au donneur une dose mortelle de potassium, prélève le cœur et le greffe sur Washkansky qui survit seulement 18 jours, mais une nouvelle ère de la chirurgie vient de commencer. Marius Barnard, contrairement à son frère aîné, a depuis toujours témoigné un vif intérêt pour la politique. Il se présente aux élections du Parlement en 1980, en tant que représentant du Parti fédéral progressiste, l'un des rares partis d'Afrique du Sud opposés à l'apartheid. Il est élu député, puis réélu de 1980 à 1989. Son apport principal reste d'avoir fait adopter une loi en faveur des malades atteints d'affections, nécessitant des soins très coûteux. Œuvre. Marius Barnard a fait preuve d'une énergie peu commune quand il lui a fallu affronter, comme tant d'autres, la maladie dont il devait mourir. C'est le sujet de son dernier livre intitulé simplement Je déteste ma prostate. Tout y est dit et avec une franchise décapante. John Barrasso, 1952, États-Unis. John Anthony Barrasso est né à Reading, en Pennsylvanie, d'une famille d'émigrés italiens. Il fait ses premières études à la Berks Catholic High School de sa ville, puis au Rensselaer Polytechnic Institute à Troy, près de New York, et à l'Université catholique de Georgetown, Washington, D.C., où il obtient un baccalauréat ès-sciences en 1974. Il décide de faire ses études de médecine à l'Université de Georgetown et fait sa résidence à la célèbre école de médecine de Yale. Sa vocation est la chirurgie. Il fait toute sa carrière au Wyoming Medical Center. Il devient par la suite président de la Société médicale de son État. En politique, Barrasso milite très tôt pour le Parti républicain. Élu au Sénat du Wyoming en 2008, il est alors le plus jeune sénateur des États-Unis, réélu sans difficulté en 2012. Le message politique de Barrasso est clair. Je crois en un gouvernement qui limite les impôts et les dépenses, qui aide à maintenir les valeurs familiales traditionnelles, et assure une défense nationale forte, a-t-il déclaré à plusieurs reprises, ajoutant de plus qu'il est favorable au maintien de la prière dans les écoles et hostile au mariage homosexuel. Michel Barzac, 1943, France. Il est difficile de résumer en quelques lignes une vie aussi dense que celle d'une médecin politicien comme Michel Barzac. Elle est née au Maroc où son père d'origine russe est ingénieur. Elle fait sa première scolarité à Casablanca, puis vient faire ses études de médecine à Paris en se spécialisant en gynécologie, puis en psychanalyse. Sur le plan politique, dès les années 70, Michel s'engage dans les rangs de l'UMP. En 1987,
elle entre dans le gouvernement Chirac, seule femme de son équipe ministérielle. Elle y est ministre de la Santé. Ses débuts ne passent pas inaperçus, car elle prend tout de suite un décret autorisant, pour réduire les risques de transmission du VIH chez les toxicomanes, la vente libre de seringues dans les pharmacies. Elle opte rapidement pour une collaboration active avec les organismes d'entraide sanitaire comme Médecins du Monde, pour lutter contre le sida et le paludisme. L'étape suivante de la carrière politique de Michel Barzac est européenne. Elle est élue députée au Parlement de Strasbourg en juin 1989, sur la liste UDF-RPF de Valéry Giscard d'Estaing, mais elle démissionne rapidement. En 1996, elle rédige, avec Simone Veil, un manifeste pour obtenir la parité homme-femme en politique, ce qui conduit à l'adoption d'une loi constitutionnelle le 8 juillet 1999. Toujours active, Michel Barzac est à présent membre de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, présidente de l'association Les Amis du Fonds mondial Europe qui a pour mission de faciliter l'accès à la culture, à l'éducation et au savoir afin de lutter contre les inégalités sociales. Elle milite également au sein de la Fondation Carla Bruni Sarkozy, engagée dans une lutte contre l'illettrisme, et préside la Fondation GlaxoSmithKline qui œuvre contre le sida. Michel Barzac, pour résumer sa carrière, confie volontiers : à 12 ans, j'ai été soigné par un médecin de Casablanca qui n'hésitait pas à soigner gratuitement les plus démunis et les plus pauvres, et plus tard je ne me suis pas dit je serai médecin, mais je serai comme lui. Œuvre : Le paravent des égoïsmes, livre qui résume l'expérience d'une vie de médecin. Jean-Baptiste Alphonse Bodin, 1811 à 1851, France. Voici un médecin qui a payé de sa vie sa passion pour la politique. Il est né à Nantua, et part faire ses études de médecine à Lyon. Il arrive ensuite à Paris pour y exercer comme généraliste. En 1830, au premier temps de la conquête de l'Algérie, Bodin part à Alger où il rencontre plusieurs fois Eugène Cavaignac, futur gouverneur d'Algérie et ardent défenseur des idées républicaines. De retour en France, Jean-Baptiste se consacre entièrement à la politique. Il se présente aux élections législatives de 1849 et y est élu député. Il siège alors à l'extrême gauche de l'Assemblée, sur les bancs du groupe extrémiste de la Montagne. C'est là qu'il entre en contact avec Alexandre Ledru-Rollin, qui se déclare républicain progressiste. Tous deux organisent, en 1851, des manifestations hostiles à l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte. Une barricade est dressée au carrefour des rues Trousseau et du faubourg Saint-Antoine. Plusieurs députés dont Jean-Baptiste Bodin rejoignent les ouvriers qui les accueillent par des huées en criant « Nous ne nous ferons pas tuer pour vous conserver vos 25 francs par jour ». Bodin, un drapeau à la main, monté sur la barricade, regarde fixement les manifestants et leur dit « Vous allez voir comment on meurt pour 25 francs ». À ce moment, un coup de feu part et Bodin tombe mortellement blessé. Il a juste 40 ans. Il est enterré secrètement au cimetière de Montmartre, mais sa tombe devient un lieu de rendez-vous pour les républicains jusqu'à ce que ses restes soient transportés, lors du centenaire de la Révolution française, au Panthéon. Bibliographie : Jules Lamina, Alphonse Bodin, représentant du peuple, 1852. Jacques Baumel, 1918 à 2006, France. Jacques Baumel est né à Marseille. Il fait des études de médecine dans sa ville natale, mais n'exercera jamais. Dès 1941, Baumel s'engage dans la résistance à Marseille et y dirige le groupe Combat. En 1943, il est secrétaire général des Mouvements unis de la résistance et est, après la guerre, adoubé compagnon de la libération en 1945 par le général de Gaulle lui-même. Sur le plan politique, Baumel participe dès la fin de la guerre activement à la création de l'Union démocratique et socialiste de la résistance, UDSR. Il est alors élu député de la Moselle à l'Assemblée consultative provisoire, puis, lors de nouvelles élections, député de la Creuse. Il est battu lors des élections de 1946. Il est réélu à l'Assemblée nationale lors des élections de 1967 et y siège jusqu'en 2002, établissant ainsi un record de longévité parlementaire. Président du Conseil général des Hauts-de-Seine, il reste à ce poste pendant 9 ans de 1970 à 1973 et de 1976 à 1982.
Il devient sénateur en 1959 et reste en fonction jusqu'en 1967. Dès 1947, il participe à l'essor du RPF, devenant en 1962 secrétaire général de l'UNR jusqu'en 1968. De 1969 à 1968. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.